Aïe ho, aïe ho, je repars au boulot, derrière ma fenêtre en regardant les autres qui vont au bricot. Oh, aïe ho, aïe ho. Mais qu'est-ce que tu fous au bricot? C'est extraordinaire ce pays, hein. Donc, on rouvre les bricots. Tu te dis, mais pourquoi faire ouvrir les bricots? Parce que les gens aiment bricoler. Voilà, c'est un truc. Donc je propose que à partir de la semaine prochaine, on envisage la réouverture des sex shops parce que les gens aiment niquer. Voilà aussi. Et puis qu'on continue avec l'ouverture des bars et des bistrots puisque les gens aiment picoler. C'est pas plus dangereux d'aller picoler, au moins ça désinfecte, que d'aller acheter un stack de ciment et une foreuse, hein. En plus, ça fait moins chier les voisins, parce que quand tu rentres bourré, tu chantes, mais les murs ne vibrent pas. Ou alors il faut vraiment chanter fort. Aïe ho, je repars au bricot. Voilà. En plus, quand on sait que Bricot appartient à des Hollandais, c'est quand même rigolo et paradoxal, une fois de plus, de filer du fric. Enfin non, je veux rien dire, je vais pas rentrer là-dedans, je ne suis pas décideur, et honnêtement, c'est trop facile de les critiquer tous les jours, puisque de toute façon, tout le monde doit naviguer à vue. Je pense que personne ne sait vraiment ce qu'il se passe, ni ce qu'il se passera demain ou après-demain. Un jour, on change la méthode de comptage. Un jour, on se dit que non, tout compte fait, on va pas faire ça. Il y a quand même un truc qui me rassure. Moi qui suis un enfant des années 80, je me dis, on a eu du bol pendant la crise du sida. Ouais, on n'a pas dû fabriquer nos capotes nous-mêmes. Parce que là, on doit faire nos masques nous-mêmes, parce que ça devient un geste civique. Je ne comprends pas tout. Il faut qu'on m'explique. Ça me dépasse un tout petit peu. Il y a 15 jours, c'était pas obligatoire. Là, on nous le conseille, donc dans 15 jours, ce sera obligatoire. Et enfin bref, voilà. Sachez simplement que rester confiné, c'est la meilleure solution. Rester chez soi. Bon, évidemment, on a les cheveux qui poussent, hein. Ça fait partie des trucs que j'envisage. C'est pour le début des communions, début mai, c'est me faire une coiffure de communion avec une ligne au milieu, comme ça, et du gel. Comme ça, on fera croire que le prêtre ne pouvait plus se retenir en me voyant et qu'il m'en a mis partout. Ok, c'est pas terrible. Aujourd'hui, je vais vous parler, puisqu'il faut parler rapidement de ce que l'on va boire, d'un Vouvray. Un Vouvray qui est fait par un personnage haut en couleur que j'aime beaucoup, 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 qui s'appelle Benoît Gauthier et qui est quelqu'un de généreux, de caractère fort, de quelqu'un qui hésite pas à appeler un chat, et ça me plaît beaucoup, je viens de perdre mon micro, et qui gueule quand il faut gueuler, et j'aime ça. Moi, j'ai la langue de bois, ça m'emmerde. Et comme disait quelqu'un il n'y a pas longtemps à propos d'une publication que j'avais faite où je parlais de vieux, il me disait ne les appelez pas vieux, appelez-les vieilles personnes ou personnes âgées. Objectivement, moi je suis vieux et franchement j'assume. J'aime bien les gars qui sont carrés. Benoît m'a contacté il n'y a pas longtemps en me disant un truc, en disant tiens, toi qui parles de Pinard, etc., etc., on n'a pas l'équivalent en France. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mecs en France qui sont comme moi. C'est-à-dire qu'il y a des mecs très très compétents. Philippe Forbrac fait un apéritif régulièrement aussi, en direct, en invitant l'un ou l'autre. Là, j'ai vu Philippe Forbrac, Olivier Poussy ensemble, deux meilleurs sommeliers du monde qui commencent à parler de Pinard. Ça n'a rien à voir avec mes débilleries personnelles. Mais globalement, c'est un éternuement. C'est l'éternuement intempestif. Ça arrive à chaque fois. C'est comme ça. Oui. Et donc, je disais, ça n'a rien à voir avec mes débelleries personnelles. Je n'arrive pas à l'ouvrir, je vais l'ouvrir comme ça. Et, mais quelqu'un qui parle de vin de façon un peu joyeuse, il n'y en a pas beaucoup, nom de Dieu. Attendez, bougez pas, restez là, que personne ne s'énerve. Je n'arrive pas, j'ai pas assez de grippe sur la bouteille. Ah, le bouchon. Benoît, c'est quoi ce bordel de bouchon? Nom de Dieu. Allez, c'est pas vrai, quoi. Ah, j'y arrive vraiment pas en plus, hein, sans rire. Ah, voilà, c'est parti. Il se décolle. Voilà, voilà, voilà. Donc je l'ai ouvert vraiment comme un paysan du Danube. J'ai rien contre les paysans du Danube, hein. C'est très très joli le Danube. Et les paysans du Danube sont ravissants aussi. Alors, il s'agit donc d'un vin qui vient de Vouvray. Vous, Benoît m'avait appelé en disant, écoute, tu parlerais pas un peu aussi de vins d'ailleurs et des vins de chez nous, par exemple. Savoir que les vins de Loire se sont pris 40% de diminution de marché dans la gueule depuis le début du confinement. Et je me suis dit que j'allais aussi vous faire un petit point sur un truc. C'est qu'être vigneron, c'est pas juste boire des canons et faire le con avec des clients qui passent à un comptoir dans un salon ou à la maison. Tout ça rime ensemble. Être vigneron, c'est être un agriculteur comme les autres. C'est subir l'agribashing que tous les connards qui n'ont jamais vu la campagne de près nous font subir, enfin, ou font subir aux agriculteurs régulièrement. Là, pour l'instant,
Pas mal de gens préparent les terrains pour semer, par exemple, pas les viticulteurs, d'autres. Et on voit France 3 a fait un reportage en disant ah, il pulvérise déjà, il profite du confinement pour pulvériser. Petit A, personne ne sait ce qu'il pulvérise. Petit B, c'est peut-être des produits bio. Petit C, si tu prépares pas la terre pour semer, tu vas avoir du mal à récolter. Oui, il faut savoir que la nature n'est pas généreuse par définition, qu'elle n'est pas bonne par définition. La nature est domestiquée par les hommes et arrêtez de croire que si on regarde les trucs et qu'on les laisse faire, ça va se faire. Il y a un boulot. Que même quand on fait des vins nature, il y a un boulot à faire sur la vigne. Parce que si on fait rien, si on est un non-interventionniste, c'est très rigolo, mais au bout de 3 ans, on a des lianes qui poussent. Et ça pousse bien, la vigne. Hein, c'est une liane. C'est un parasite, la vigne. Donc ça donne pas de fruits si on ne la taille pas, si on ne la maîtrise pas. C'est pour ça qu'on la met sur des sols qui souffrent, etc. etc. À Vouvray, on utilise du chenin. On ne dit pas du chenin, d'ailleurs, on dit du chenin. Un bon petit chenin qui sent bon la noisette. Le petit chenin qui sent bon la noisette. Je disais, vigneron, c'est pas un boulot de tourpeau. C'est un boulot où on est soumis aux aléas de la nature. Là, pour l'instant, on a eu de la gelée. Même un petit peu chez nous, ça a gelé aussi. Alors, pas énormément. Il a fallu sortir les bougies une nuit, peut-être encore une nuit à venir, là où on risque de morfler de nouveau. Et c'est pas une sinécure. Les gens qui investissent dans la vigne, parce qu'il y en a beaucoup en Belgique, se trompent en investissant dans la vigne. C'est-à-dire que la vigne, c'est vivable à condition de se dire qu'on crée un patrimoine pour la génération qui suit et que l'on vive sur la propriété. Si c'est pour mettre des sous dans un vignoble en se disant plus tard je ferai beaucoup d'argent, je veux dire, donnez-les-moi, virez, je vous donne mon numéro de compte. C'est pas très compliqué, et vous verrez, vous en profiterez autant. Et investir dans la vigne, investir dans l'agriculture, ça veut dire vivre sur place, ça veut dire prendre des risques avec la nature. Je parlais de gelée, ça a grêlé aussi. Ça a bien grêlé là sur Bordeaux, il y en a quelques-uns qui pleurent parce que la vigne est en avance. En plus, hein, histoire de corser le bordel, la vigne est en avance cette année, bien en avance, elle a au moins 15 jours d'avance dans certaines régions. Donc on a de la feuille qui est déjà sortie, on a déjà des grappes qui ne sont pas formées mais enfin qui apparaissent, etc. Quand la grêle tombe là-dessus, ça veut dire zéro récolte. Ah bah oui, il n'y a pas de sous qui rentrent. Hein. Et on est parti pour un an à vendre les stocks. Alors, comme le marché s'est effondré pour l'instant, on est dans un paradoxe, c'est-à-dire que la vigne est en avance, mais les cuves sont encore pleines. Donc c'est le problème dans l'autre sens. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire quand il faudra récolter? Donc en attendant, il faut continuer à picoler. C'est un geste qui va sauver l'agriculture. Donc picolons proche de chez nous, picolons des vins de Loire. Le Belge aime la Loire. C'est une des régions dans laquelle nous rendons assez facilement. Les châteaux de la Loire, en bois, le rideau, etc. On les aime, ces châteaux. La douceur angevine de poitrine, comme disait Bobby Lapointe, tout ça on aime. Et c'est pas très très loin de chez nous, il suffit de passer Paris avec les parigots tête de veau pour arriver sur la Loire et on est peinard. Tout ça, vous avez vu le nombre de rimes que je fais aujourd'hui? On connaît aussi l'Alsace, et l'Alsace, on ne s'en lasse pas non plus. Mais c'est les régions proches, Bourgogne, Champagne, Alsace, Loire, c'est-à-dire la partie septentrionale de la France. Nous y allons, nous remplissons nos coffres et nous revenons. Il va falloir y penser, parce que les viticulteurs de chez nous, ça va aussi. Donc il faut boire de chez nous, et il faut boire proche, il faut boire avec nos amis. Et puis tant qu'à faire, on est bien reçus chez eux, ils parlent la même langue que nous, ils nous comprennent. Et même certains parmi eux savent que la Belgique existe. Ça, c'est pas mal. Alors du chenin, c'est un cépage extraordinaire, le chenin. C'est un cépage comme le Riesling, il tolère pas les cons. Autant le chardonnay est bonne fille, on peut faire tout ce qu'on veut avec le chardonnay. C'est le 4-4 du cépage. Tu fais du chardonnay au niveau de la mer, en altitude. Tu fais du chardonnay en pétillant, en tranquille, en vendange tardive, en sec, passé en barrique, pas en barrique, tout ça, nickel. Le chenin, comme le Riesling, ça supporte pas les cons. Donc mal vinifié, ça n'a aucun intérêt. Il y a un Riesling allemand qui me fait toujours beaucoup rire, qui s'appelle Black Tower. Quand vous en prenez, vous comprenez ce que ça peut être quand c'est vraiment médiocre, un Riesling. Et le chenin, c'est exactement la même chose. Il y a du chenin sur la Loire, il y a du chenin un tout petit peu dans l'Aude, autour de Limoux, hein, dans l'appellation Limoux. Et puis il y a du chenin en Afrique du Sud, et beaucoup de gens mélangent tout. En fait, ça n'a rien à voir. C'est des terroirs différents, des clones différents, ça n'exprime pas la même chose. Le chenin, c'est sublime en vendange tardive. Ça donne des vins extraordinaires, même si on n'en boit pas assez.
Vendange tardive, c'est des trucs, on les achète et puis on les boit pas. C'est des vins qui prennent 20-30 ans dans la gueule, mais bon, il faut penser à renouveler les stocks. Ça donne des vins magnifiques en effervescent. Vous avez vu, j'ai toujours pas bu, hein. Mais c'est parce que il est frais, donc quand je l'ai mis un peu trop frais, j'ai pas envie de me péter les dents non plus. Et le chenin, je dis, ça donne magnifique en effervescence, ça donne magnifique en tranquille. Sur Vouvray, sur Montlouis, etc., là dans le coin, il y a des gars qui font des vins extraordinaires. Savenière, putain, qu'est-ce que c'est grand, un Savenière quand c'est grand. Mais ce sont des vins qui supportent pas la médiocrité. Quand c'est mal fait, ça a à peu près autant d'intérêt qu'une finale de la Starac. C'est le genre de truc où tu te dis, allez, enlevez-moi la moitié du cerveau, je vais pouvoir boire un mauvais chenin. Mais à quoi bon boire des mauvais vins, très franchement, hein. Merci à toi, Benoît, de m'avoir envoyé ces bouteilles, de m'avoir donné l'occasion de parler de ces vins de Vouvray et de la Loire, que j'aime beaucoup d'ailleurs. On avait fait une chouette opération l'an dernier, une belle dégustation à Bruxelles. Et j'espère qu'un jour, quand on sera déconfiné, on va pouvoir refaire des trucs ensemble, parce qu'il y a tellement de choses à raconter sur les vins de Loire, rouges et blancs. Les vins de Loire rouges, arrêtez de croire que dès qu'il fait beau avec plus de 12 degrés au thermomètre, vous êtes obligé de les mettre dans un seau avec de la glace. Parce que les rouges frais, c'est bon quand ça vient de Loire. Mon de Dieu, il y a des grands vins de Loire rouges qui supportent même pas la vue d'un glaçon, hein. S'il y avait eu des vins de Loire rouges dans le Titanic, jamais ils auraient croisé un iceberg. Les vins auraient détourné le bateau. On n'y pense pas assez. Alors pour venir à ce vin, il l'a fait, regardez, c'est écrit dessus. Extrême brut, moi j'aime bien le côté brutal du boss, hein, ça marche. Il travaille avec son fils, Benoît. Alors, j'ai pas encore rencontré le fils, je pense, si je me souviens bien. Mais il travaille avec son fils, ils travaillent ensemble. Un brut zéro, non dosé, c'est précisé. Extrême brut zéro, non dosé. Si en voyant l'étiquette, vous n'avez pas bien compris, c'est vraiment que vous êtes miro, vous cherchez les emmerdes. Ça veut dire quoi, brut zéro? Pour ceux qui se poseraient la question. Quand on dégorge les bouteilles, donc quand on fait des vins en méthode traditionnelle, puisqu'on ne peut plus dire méthode champenoise, que fait-on? On fait un vin blanc, tranquille. On ajoute des levures et du sucre dedans dans une petite capsule qu'on appelle un bidule. L'acidité du vin va détruire la pellicule du bidule. Les levures et le sucre vont se répandre dans la bouteille. Que font les levures? Elles bouffent le sucre. Mais elles font de l'aérophagie. Elles pètent du gaz carbonique. Elles ont besoin d'oxygène pour transformer tout ça. Donc elles bouffent tout l'oxygène. Et quand tout l'oxygène est remplacé par du gaz carbonique, les levures d'un coup... Normalement, les levures, elles vivent en deux phases. Elles vivent en phase aérobie, donc c'est l'aérobie, la vie, moi le tonique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc elles font de la gymnastique devant la télé avec Véronique et Davina. Et dans la phase aérobie, elles prennent de l'oxygène. Et normalement, elles passent dans une autre phase qui est la phase anaérobie, qu'on appelle la phase kenyane aussi. Et la phase anaérobie, c'est les neiges du Kilimandjaro, elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Il n'y a plus de neige sur le Kilimandjaro de toute façon. Et dans la phase anaérobie, donc dans la phase kenyane, elles continuent à travailler sans oxygène. Mais il faut qu'elles arrivent à un certain stade. Ici, elles n'y arrivent pas. Et donc, que font-elles? Elles sédimentent. Et on n'a pas envie de boire des vins troubles. Je sais, certaines catégories de vins trouvent ça très chouette, les pet-nat. Mais dans pet-nat, n'oubliez jamais qu'il y a pet comme cul pour les petits-enfants. Et parfois, c'est sauvage. Sauvage. Il y a des gens qui aiment l'odeur du cul. Chacun son truc. Moi, j'aime l'odeur des culs, mais bien lavé. Voilà. Ou alors, il faut que ce soit du Herve ou un Munster qui a un peu fermenté, etc. Mais voilà, bref, donc chacun son truc. Donc disais-je, il faut pouvoir clarifier ces vins. Pour les clarifier, on ne va pas les passer au blanc d'œuf, à la bentonite ou tout ce qu'on peut utiliser pour clarifier des vins. On va les mettre cul par-dessus tête, sur pointe, dit-on. En quelques semaines, c'est fait maintenant avec les gyropalettes. Et puis, il va falloir dégager ce truc qui est extrêmement fin, qui a une granulométrie qui doit être proche de pas grand-chose. Et donc, on ne peut pas le retirer comme ça. Et que fait-on? On gèle le goulot de la bouteille, on gèle, en concert bientôt aussi. Balance ton toit, etc. Vous voyez? Et attention, vous savez qu'on ne peut pas dire de mal d'on gèle, parce que sinon on se fait lapider sur les réseaux sociaux. Donc on aime, voilà. Et sinon son frère vient vous frapper. Mais moi j'aime bien son frère. Donc je disais, on dégorge la bouteille en congelant le goulot. La pression fait que le goulot est expédié quand on la redresse, et on compense le manque de vin dans la bouteille en ajoutant un mélange de sucre et de vin. Et c'est là qu'on parle de dosage. C'est ce qu'on appelle la liqueur de dosage ou la liqueur d'expédition. Mélange de vin et de sucre.
Et ce dosage varie, alors on parle d'ultra brut ou de brut zéro entre 0 et 4 grammes au litre, de 4 à 12 grammes on est en brut, etc., etc., on peut monter, et certaines maisons, que ce soit en Champagne ou dans d'autres régions où l'on produit des vins effervescents, font des vins très dosés, soit des demi-secs, moi j'aime bien avec un dessert, ça marche parfois très très bien, ou alors encore plus que ça, pour aller sur des cocktails ou des machins comme ça, et parfois des vins plus dosés conviennent mieux à table. L'apéritif, c'est parfait avec un ultra brut. C'est court en bouche. Le sucre est un exhausteur de goût. Donc normalement, il dirige la structure, il structure le goût. Quand vous n'avez pas de sucre ajouté, ben, vous n'avez pas beaucoup de trucs. Alors le cépage s'exprime pleinement, mais ça tombe parfois un peu plus court que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Par contre, l'avantage, c'est qu'on en boit beaucoup plus facilement. Vous avez remarqué que la bulle est fine et régulière. C'est assez important, hein. Vous vous souvenez? De toute façon, des bulles pas fines et pas régulières, c'est pas courant. Donc la bulle est fine et régulière, si dans le critère brut de brut. Mais c'est vraiment un critère d'achat. Et donc, celle-là, je la referai aussi. Elle me plaît beaucoup. Et donc, la bulle est fine et régulière. Ça a vraiment énormément de finesse en bouche. C'est pas des grosses bulles. Moi, je suis pas un fan des grosses bulles. Les grosses bulles, en plus, avec le temps, ça finit par tomber. Il faut se faire opérer, etc. Remonter tout ça. En plus, la seule position sexuelle autorisée pour l'instant dans le confinement, si on n'est pas avec sa femme, c'est la levrette. Parce qu'on est à facilement 1,50 m l'un de l'autre, en tout cas bouche à bouche. Et si on n'éternue pas pendant la levrette, on peut y aller gaiement. Mais si on a des grosses bulles, on défait le lit et quelqu'un s'en rend. Non, ça je peux pas non plus, il faut que j'arrête. Donc, pourtant c'était une bonne idée. Non. Est-ce que quelqu'un a réfléchi que dans 9 mois, on n'aura que des enfants de leur père? Je vous l'ai déjà dit, ouais. Moi j'aime bien l'idée. Donc, la bulle est très très fine en bouche maintenant, sérieusement. Et le fait que ce soit un brut zéro, c'est quelque chose qui laisse passer beaucoup d'acidité, une belle fraîcheur. C'est pas une acidité verte, c'est une fraîcheur. C'est côté plus citronné, mais quelque chose de super équilibré. Et honnêtement, putain, c'est vachement bien fait. Alors, les vins de Benoît Gautier sont distribués à Gand, c'est-à-dire que normalement ils passent pas le rideau de pommes de terre, mais on ne sait jamais. Mais je vous mettrai le mail direct de Benoît Gautier. Je sais qu'il fait des expéditions, puisque j'ai reçu des bouteilles, donc vous pouvez toujours lui commander vos bouteilles en direct, à lui ou à vos vignerons de la région de Vouvray préférés. Hein, parce que Vouvray, quand même, vous ferez bien un petit détour jusque-là. Cet été. Vous ferez bien l'apéritif avec ça. Je peux trouver plein de jeux de mots foireux. Hein. Je suis une agence de communication à moi tout seul. Sérieusement, pensez-y. Il y a, vous savez, le monde du vin, il y a un truc qui est fantastique, c'est qu'il est hyper riche. Personne ne s'y connaît jamais en vin. C'est un truc à savoir. On ne parlait jamais de cours d'œnologie, mais de cours d'œnophilie, je l'ai déjà dit 1000 fois. Et ce qui est très chouette dans le vin, c'est qu'il y a plein de facettes, il y a plein de gens à rencontrer, plein de caractères. Les vins ressemblent aux gens qui les font, quand ce sont des humains qui font les vins, et pas juste des services marketing. Et le Benoît, c'est un mec de caractère, et les vins qu'il fait sont des vins de caractère. Vous connaissez tout le reste, hein, donc on ne va pas au bricot, ça ne sert à rien. On sort de chez soi en allant voir si les voisins ont besoin de rien. On est prudent, on n'éternue pas dans la tronche des policiers, c'est un peu con. On ne fait pas la fête à 60, il nous reste 15 jours à tirer avant les 15 prochains jours de confinement. Voilà, on s'en sortira un jour. Et après, il va falloir serrer les coudes les uns les autres et penser à commercer avec des gens proches de nous, proches de chez nous, qui sont dans nos sphères directes de fonctionnement. Vouvray, c'est pas loin. Pensez-y quand vous passerez à table. Et dites-vous, bah tiens, dans le fond, ils font de bonnes bulles à Vouvray. Ça changera un peu. Et je pense que peut-être on s'en sortira si on fait un effort tous ensemble. Tous ensemble! Tous ensemble! Ouais! Je vous entends dire ouais, enfin surtout les aiguillés. C'est pas avec de la cara aujourd'hui, c'est avec du Vouvray. Allez, soyez prudents, on se retrouve demain à la même heure avec une bière très, très, très particulière. Et c'est promis, demain, je vous chante la version de la Brabançonne que j'ai pas chantée la fois passée. Je me souviens lorsque j'étais jeune fille, il passait